Donc, je pense qu'il faut intituler ça concert pour un piano, forêt de câbles, 3 ordinateurs et 4 musiciens. Donc, Bernard Lubat, qui vient spécialement d'Uzeste. Ceux qui ne connaissent pas ont tort. Il faut aller à Uzeste, il faut voir les improvisations et tout le reste. Marc Chemillet, qui est donc le premier auteur d'Improtech, qui est chercheur à l'EHESS, l'école d'études en sciences sociales, des hautes études en sciences sociales. Jérôme Nica, donc vous avez vu tout à l'heure, qui est jeune thésard et bientôt postdoc à l'IRCAM. Et Gérard Saillac, chercheur à l'IRCAM. 3 Macintosh, les logiciels Omax, Improtech, OpenMusic, enfin à peu près une quantité invraisemblable de logiciels, et on espère que tout ça va marcher et on les lâche.
Vous avez des questions? Non, parce que si vous avez des questions, c'est intéressant parce que je ne sais pas du tout comment ça marche, moi. Je sais comment j'entends, mais je ne sais pas comment ça marche. Et j'essaie. Pardon? C'est très très beau comme question. De savoir que vous ne savez pas. Mais vous entendez quoi alors? Ben, j'entends que je propose quelque chose et que le logiciel dispose et me répond avec sa subjectivité finalement. Et qu'à partir de là, ben, je m'articule. Je joue avec l'autre moi-je, si vous voulez. Mais qui est quelqu'un. Puisque nous sommes 2 plus 1. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces acteurs silencieux? C'est offert par celui-là. Non, c'était. Voilà. Oui, la question c'est qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose en fait. Je prends des décisions que le logiciel ne sait pas prendre, comme les changements d'orchestration, c'est-à-dire les sons qu'on entend. Parce que le logiciel capte une certaine logique et puis il déploie une certaine logique, mais peut la jouer avec toutes sortes de sons. Et les choix des sons, ça s'appelle l'orchestration. Ça, par contre, le logiciel ne décide pas. Donc, au début, je mets un ensemble de sons. Et puis, à certains moments, je le change en fonction, de manière improvisée avec Bernard, en fonction de l'évolution de la performance. Mais sinon, la plupart du temps, pour ce qui concerne la course même du logiciel, je le laisse faire, en fait, selon sa fantaisie. Oui, en d'autres termes, que se passerait-il si ces trois couvercles d'ordinateur étaient fermés? Est-ce que ça changerait grand-chose? C'est pour Bernard, ça. Question pour Bernard. Non, qu'est-ce que ça veut dire l'ordinateur est fermé? J'entends que l'ordinateur fonctionnerait. Je veux pas dire que l'ordinateur serait éteint. Je dis que le couvercle serait fermé, ce qui signifierait que ces intéressantes personnes qui sont là ne seraient là officiellement que pour figuration. Si on laissait faire l'ordinateur totalement. Là, dans cet exemple particulier, si on laissait faire l'ordinateur totalement, en fait, comme je le disais, ce serait la même chose, mais il n'y aurait pas de changement d'orchestration. Donc, on aurait le même son du début jusqu'à la fin. Oh, tout à fait, oui. Oui, absolument. Oui, c'est comme moi d'ailleurs, hein, c'est pareil. Moi aussi, j'ai un ordinateur, vous savez, je pourrais avoir la faiblesse de jouer là plutôt que là. Moi, ce qui m'intéresse dans cette relation, ce sont les conséquences acoustiques. C'est-à-dire, déjà au départ, ça crée une musique désagréable à l'oseille. Vous voyez, déjà au départ. C'est-à-dire, ça crée une musique qui m'échappe. Je ne sais pas comment faire avec. Je sais que je peux l'attraper comme ça par moment. Tiens, puis ça, c'est une fuite sans fin. C'est plutôt un commencement qui n'en finit pas, vous voyez. Alors c'est en ce sens que ça m'intéresse. Le résultat, après tout, on fait ce qu'on peut tous. Mais le chemin, là, le chemin, il est entier. Le chemin, il est à poursuivre, quoi. Et c'est ça qui m'inspire, en tous les cas. C'est là que j'y trouve le désir de jouer avec. Parce que je joue avec et contre.
Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Vous voyez. Et ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse parce que ça produit des choses que je n'avais pas imaginées. Et que ce logiciel qui n'a pas d'enfance malheureuse, il est con comme la lune, quoi. Mais justement, à cause de ça, il n'a pas de goût spécifique. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, comment il fait, mais en tous les cas, il produit des divergences, des convergences. Moi, je suis obligé de m'adapter à quelque chose qui m'arrive, en fait. Et c'est plus intéressant que quand je suis tout seul. Parce que tout seul, on s'arrange toujours, tout seul. On est plus ou moins d'accord, il faut bien survivre. Mais avec une problématique comme ça, je me suis arrêté plusieurs fois de jouer parce que j'avais envie de... Et en même temps, ça jouait sans moi. Alors, à un certain moment, c'est toujours intéressant, mais en fait, au bout d'un autre moment, il faut exister. Donc, il faut participer aux agapes. Et surtout, ce qui est troublant, c'est que dans cette incertitude se produit un déroulement esthétique qui est surprenant, quoi. C'est ça qui m'inspire, c'est ça qui m'inquiète et qui m'intéresse. Je ne sais pas si j'ai été très clair, sûrement pas, mais hein, c'est clair que c'est pas clair, quoi. Alors, oui. Non, allez, je vous en prie, allez-y. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs logiciels qui travaillent en parallèle, c'est ça? Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'on pourrait imaginer que les logiciels se répondent eux-mêmes. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir des avatars pour les voir se répondre eux-mêmes. J'ai ce côté frustrant, on ne voyait pas ce qu'ils faisaient en fait les ordinateurs. J'avais besoin d'un visuel, étant très visuel moi-même. Mais eux non plus. Hein. Eux non plus. Oui, mais dernière question avant la suite. Ça nous change que visuellement, ce soit pas terrible. Comme ça, on est obligé de marcher un peu plus à l'oreille, quoi. Donc, on peut fermer les yeux tranquillement pour essayer de continuer à ne rien comprendre à ce qui se passe. Moi, je pose une question du haut de mon inculture. J'ai entendu au départ une espèce de graine, c'est-à-dire une musique que jouait M. Lubat avant que tout commence, il m'a semblé. Ça a duré quelques dizaines de secondes. Est-ce que c'est une graine nécessaire pour que les logiciels embrayent? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Et puis en plus, après, je ne l'ai plus retrouvé dans ce qui se passait. Et premièrement, est-ce qu'il y a une logique dans ce que je dis? Et deuxièmement, à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites de ça? Que font... Ouais, pardon. Oui, ce que vous dites est très juste et la question tout à fait pertinente. Donc, première question, est-ce que la graine est nécessaire? Alors, il y a deux grandes familles de logiciels qui sont capables de faire de la génération et de jouer avec des musiciens. Le grand pionnier en la matière s'appelle George Lewis, un grand musicien américain qui a joué, qui est un tromboniste qui a joué dans l'orchestre de Count Basie et qui est un des pionniers en fait de l'informatique musicale interactive. Et il a imaginé un système dans les années 80 qui s'appelle Voyager, très différent de celui-là. Et donc, en fait, Voyager n'a pas besoin de la graine, en quelque sorte, parce qu'il est basé sur des règles. Donc, le logiciel programme un certain nombre de règles musicales très malignes et qui font que ce logiciel va être capable de générer indéfiniment des structures qui s'enchaînent, qui sont intéressantes et qui tiennent quand même compte d'une écoute du musicien. Donc, le musicien est capté, et ce qui est capté du musicien sert simplement à paramétrer certains aspects des règles ou des sons. Par exemple, peut-être que la densité à un moment donné, pour l'application d'une règle donnée, la densité de notes, de musique, dépendra peut-être de l'énergie captée du musicien. Par exemple, c'est un exemple. Donc ça, c'est une famille. La famille des logiciels qu'on montre ici
ressort en fait, d'un autre concept qui est l'apprentissage. Donc en fait, tout ce que ces logiciels savent, ils le savent parce qu'ils l'apprennent. Soit ils l'apprennent sur des corpus, donc en dehors du concert, on les fait travailler, on les entraîne, c'est le terme de jargon en informatique, on les entraîne, et donc ils acquièrent comme ça des connaissances, et ils se structurent, et structurent leurs règles implicites. Les règles sont toujours implicites dans la deuxième famille, elles ne sont pas formalisées, ils structurent leurs règles par cet apprentissage. Une caractéristique importante, c'est qu'ils sont capables de faire l'apprentissage temps réel pendant le concert, et là c'était le cas aujourd'hui, dans ce que vous avez entendu, c'est-à-dire qu'au début du concert, la mémoire de l'ordinateur était vide, et donc tout ce qu'il savait, il le savait parce qu'il avait capté au début quelques graines, comme vous dites, d'un album. Donc, première question. Deuxième question, vous avez entendu la graine, vous avez vu que ce que faisait l'ordinateur partait de la graine, et puis après vous ne l'avez pas reconnu. Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a d'une part des choix d'orchestration, puisque là, j'ai utilisé des sons qui ne sont pas les sons de Bernard Lubat, ce sont des sons qui sont joués par un échantillonneur. Et donc, il y avait toutes sortes de sons, c'était très, très complexe. Donc ça, c'était un facteur de perturbation, évidemment, qui fait que ça empêchait de reconnaître complètement. Et puis l'autre chose, en ce qui concerne la logique musicale, c'est-à-dire les notes elles-mêmes, leurs enchaînements, leur rythme, là, tout vient de la connaissance extraite du jeu de Bernard. Simplement, il y a un principe de découverte pour comprendre les structures de ce que fait Bernard, et ensuite il y a un principe de recombinaison et d'exploration et de générativité qui permet de recréer des séquences qui vont être complètement différentes, mais qui vont avoir un peu le même type de phrasé ou le même type d'enchaînement mélodique, harmonique, rythmique, etc. Et donc là, puisque c'est un principe de variation, c'est aussi un peu normal de ne pas reconnaître tout à fait la graine. Je pense que si on n'avait pas les... Non, alors justement, un des intérêts de ce système, c'est que la graine est de toute taille possible. Alors que beaucoup de musique automatique s'est faite il y a quelque temps avec les systèmes de Markov bien connus, mais qui eux sont des mémoires fixes. D'accord. On va continuer avant les autres questions. Voilà, donc on va continuer les expériences in vivo pour montrer une autre configuration. Donc Gérard, c'était Omax. Omax, on l'a créé il y a une dizaine d'années à l'IRCAM. Et à l'époque, il y avait l'improvisation libre comme on a fait là, comme Gérard a fait avec Bernard. Et puis on s'était aussi intéressé à l'improvisation pulsée. Parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont pulsées et on voulait pouvoir traiter ce cas. Et donc Omax a été ensuite développé uniquement dans le mode free. Et il y a 5 ans à peu près, j'ai repris la question de la pulsation. Et c'est ça qui a donné naissance à Improtech, sur lequel ensuite Jérôme a fait sa thèse dont il vous a parlé tout à l'heure. Alors la pulsation, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est en fait la pulsation. Quand il y a une musique qui est pulsée, en fait, c'est subjectif, c'est-à-dire c'est celui qui écoute la musique qui entend la pulsation. La pulsation, elle n'est pas forcément dans la musique. Et là, avec Bernard, on revient de Madagascar. On est allé faire des expériences en tournée dans l'océan Indien. Et là-bas, ils savent faire du rythme, ils savent ce que c'est que la pulsation. Et la pulsation, elle est toujours à côté des événements. Tous les événements sont toujours à contretemps. Et la pulsation, elle est là où il n'y a pas d'événement. Donc la pulsation, c'est vraiment quelque chose d'assez insaisissable. Et c'était intéressant pour nous, c'était un challenge d'essayer de faire en sorte que le logiciel puisse la prendre en compte. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant avec le logiciel Improtect. Juste un petit mot sur la pulsation. Ici, on a essayé de la capturer, on a appelé ça le groove, ce qui était commercialement beaucoup plus rentable. Alors le groove a essayé de capturer cette pulsation, c'est-à-dire de la mettre au carré, quoi, de la mettre régulière, quoi, comme vous voyez. Donc ça sert à faire danser, ça sert surtout à vendre des disques. Tiens, serait-ce une attaque? Donc
la pulsation, moi j'appellerais ça la métrique, c'est-à-dire c'est une espèce de moyen de transport. Voilà. Autrefois on appelait ça le swing. Vous savez, c'est-à-dire la musique ternaire, ça ne peut pas se diviser en 3 parties égales. Il y en a toujours une des 3 qui n'est pas égale aux 2 autres. On ne sait jamais laquelle des 3. Vous voyez un peu. Donc ça s'appelait le swing, c'est-à-dire ça rebondit, quoi. C'est le rebondi. Les anciens appelaient ça le swing aussi, quoi. Aujourd'hui, on appelle le groove parce qu'on écrase les prix. C'est-à-dire que c'est plus le groove, comme ça tout le monde peut taper du pied, c'est simple, poum, 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 tout le monde peut marcher au pas normalement, etc., d'aller acheter son truc, etc. Bon. Alors que le swing, ça tourne pas rond, quoi. Ça tourne mais ovale. Voilà. Donc ça n'a pas fait les mêmes bénéfices. Non, mais c'est pas grave. Alors là, on va essayer de je ne sais pas trop quoi, mais on va essayer quand même. Un livre d'abord. Je commence livre et puis petit à petit, je m'articule. D'accord. Bon, ça marche.
Oui, c'est juste savoir, est-ce qu'avec une musique classique, ça marcherait de même? Vous voulez dire avec du Mozart, par exemple? Ben vous savez que Mozart n'est pas complètement étranger à ce qu'on est en train de faire là, parce que l'origine de ces expériences, on peut la faire remonter au XVIIIe siècle, puisque à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des jeux de dés musicaux, où on avait des espèces de mesures précomposées, et on tirait au hasard, et ça permettait de composer un menuet en juxtaposant les mesures qui avaient été tirées au hasard. Et d'une certaine, alors il y a un de ces jeux de dés qui est attribué à Mozart, c'est pour ça que je fais le lien, de manière sans doute un peu erronée, mais enfin, il y a quand même un numéro de Köchel dans le catalogue des œuvres de Mozart. Et c'est pas sans rapport avec ce qu'on fait, parce que mettre bout à bout des fragments de choses précomposées, bah, c'est un peu ce qu'on fait là, sauf que là on le fait en direct. Bernard compose des choses, et puis nous on les recombine avec de l'aléatoire. D'ailleurs, il y a de l'aléatoire dans l'ordinateur. C'est pour ça que Bernard a raison de dire qu'on est trois. Il y a lui. Il y a celui qui essaye de contrôler comme il peut ce qui se passe, et puis il y a la machine qui propose aussi des choses. C'est là qu'il y a un aspect de créativité artificielle, si on peut dire, puisqu'il y a des choix aléatoires dans les recombinaisons. Voilà, donc c'est pas sans rapport avec la musique classique, d'une certaine manière. On peut te faire écouter un tout petit bout d'une expérience très précoce avec Omax, qui en fait réimprovise entre guillemets le Ricercar de Bach, mais en midi, donc avec un son qui n'est pas très beau. Donc c'est la même chose, mais sur un matériau différent. Alors il faut écouter assez longtemps parce que c'est très proche et ça prend des bifurcations un petit peu différentes à chaque fois qu'il y a une possibilité. Comme en fait c'est un contrepoint à 6 voix, c'est une musique extrêmement contrainte. Donc en fait les marges de liberté, quand tu analyses et que tu cherches des cheminements alternatifs dans la structure de cette musique, en fait il y en a peu. Donc du coup là, on peut dire que ce sont des gros blocs. Là où ce que tu as entendu avec Marc, ça pouvait être des blocs de toute taille, éventuellement très petits. Un demi-siècle d'erreur. Non, on ne s'improvise pas improvisateur, mais là, il faut improviser avec ce qui nous arrive, puisque je vous propose de jouer quelque chose déjà qui m'échappe assez. Et donc, le miroir en question me renvoie une image souvent catastrophique de ce que j'en pense. Mais c'est ce qui m'intéresse parce que c'est pas une image pieuse, quoi. Et il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut improviser avec ce retour, quoi, cette image creuse, cette image sans issue, quoi. C'est une image qui vous est renvoyée, c'est là l'intérêt de ce combat. Vous savez, la musique que je préfère, moi, c'est le rugby. Alors, j'ai l'impression de faire un match avec ce logiciel qui, lui, fait ce qu'il peut. C'est un abruti, quoi. Mais il a des capacités, comme tous les abrutis. Et moi, je suis à peu près pareil. Et donc, tout ça, ça nous invite à... En tous les cas, moi, ça m'invite à me creuser les oreilles, à me demander ce que c'est la musique, quoi. Parce qu'à force d'en jouer, on finit par croire qu'on sait ce que c'est. Et donc j'ai appris que, et notamment depuis une dizaine d'années avec les travaux que je fais avec eux, j'ai appris que justement jusqu'où ça commence la musique, quoi. Voilà. Et donc ça repousse les affres de l'improvisé. L'improvisé, c'est des improvisions, quoi.
Donc, ce que j'ai entendu là, que me renvoie le logiciel encore, c'est à la fois bien mieux que ce que je fais moi et c'est bien pire en même temps. C'est comme parfois ça me renvoie l'image de moi, de ce que je pourrais jouer dans 100 ans. C'est vexant. Donc ça m'énerve. Donc à partir de là, j'essaye de, une fois qu'ils ont rangé le matériel, moi je suis chez moi. Alors évidemment, les producteurs, le public se fait la malle, évidemment, tout le monde se casse parce que c'est impossible. Mais n'empêche que c'est là que moi j'apprends dans la gueule, quoi. C'est passionnant, vous voyez. Je lui joue ça, qu'est-ce qu'elle me joue? Ça arrive quelquefois dans les concerts comme ça, tout s'arrête. Bon, personne ne sait pourquoi. On passe à la suite. Ouais. Alors donc là, Marc et Bernard vous ont fait une première version de d'Improtec en introduisant une pulsation. Et puis maintenant, on va faire 2 petits morceaux en utilisant Improtec encore. Et où cette fois, on va introduire une structure. Et là, la structure, dans les 2 morceaux qu'on va faire, prendront la forme d'une grille harmonique. Donc, une grille harmonique, c'est une progression d'accords qu'on donne au logiciel et qui lui donne comme ça une direction, une structure sur laquelle il doit caler ses improvisations. Donc on va commencer par une improvisation collective sur Autumn Leaves.
Oui, bonsoir. J'avais une question et une remarque. Donc, pour le coup, au-delà de la performance scientifique, le fait que le logiciel improvise, ça manquait de swing. Ma première remarque. Et ma deuxième, est-ce que vous paramétrez ce que M. Luba joue pour qu'il improvise avec des données qui correspondent à son jeu, son attaque, etc. ou c'est purement aléatoire et préprogrammé? Voilà. Est-ce qu'il serait possible justement que le logiciel improvise en tenant compte des données d'un musicien? On a même utilisé à certains moments des extraits d'autres ballades ou d'autres morceaux joués par Bernard, et toute la mémoire musicale du système vient de Bernard. Et ce que fait le système, c'est justement, en particulier quand on lui dit tout de suite, va piocher dans quelque chose qui n'est pas Bernard qui joue Autumn Leaves, mais Bernard qui joue Cantaloupe Island, par exemple, et bien justement, c'est d'aller se faufiler à travers Cantaloupe Island pour aller chercher des morceaux qui vont convenir à ce qu'on est en train de jouer tout de suite, à savoir Autumn Leaves. Non, des enregistrements issus de sessions comme celle-ci, y compris, mais voilà. Oui, enfin, MIDI en l'occurrence, mais oui. Ou audio. Dans ce qu'on va faire tout de suite, on va faire de l'audio aussi. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il pourrait y avoir comme ça, par exemple, j'achèterais dans 100 ans 22 kilos de Michel Portal, par exemple. Et je pourrais les faire jouer à ma convenance par un logiciel qui me jouerait du Michel Portal tel que je l'entends. C'est mon rêve, je pourrais le floquer, je pourrais faire ça tout à coup. Et l'entendre jouer justement au-delà de lui-même. Parce que ce qu'on entend là, si on laisse cet ordinateur jouer pendant 8 jours, imaginez. Oui, il va tourner un peu en rond, hein, au bout d'un moment, il va tourner un peu en rond. Mais là, il n'y avait pas de Michel Portal, mais par exemple, il y avait un peu d'Eddie Louis, parce qu'on peut travailler à partir de ce qu'on a capté de Bernard, mais on peut aussi, cette mémoire, elle est indéfinie, c'est-à-dire que c'est une base de données, et donc elle est aussi grande que les capacités de l'informatique nous le permettent. Et donc on peut aussi s'intéresser à la question de la tradition dans le jazz, parce que c'est quelque chose de très important, et s'amuser à injecter là-dedans des transcriptions des grands maîtres. Et là, par exemple, il y avait un petit bout d'Eddie Louis là, qui est venu à un moment basé sur des transcriptions. Et il y avait aussi des bouts, c'était du côté de Jérôme, d'un pianiste brésilien qui est Jovino Santos Neto, qui était le pianiste du groupe de Hermeto Pascoal, puisque alors lui, on a travaillé avec lui, et donc on a capté des choses, et on mélange un peu tout ça dans l'improvisation engendrée par la machine. Et ça, c'est paramétrable, c'est des choses on peut dire, tiens, va plutôt de ce côté-là, va plutôt de ce côté-là, c'est des choses sur lesquelles on intervient. Ouais, je pense qu'il y a un truc à préciser, c'est qu'on est dans la recherche. Peut-être c'est pas assez clair ça. On est là dans la recherche musicale, c'est-à-dire on n'est pas en train de travailler sur de la musique finie. On n'est pas du tout en train de comparer les 627 d'interprétation de la chaconne par 627 violonistes qui ont déjà joué la chaconne. On est en train de chercher. La musique, ça progresse pas, ça fait pas des progrès, ça change. Le baroque, ça s'est arrêté, ça a disparu, ça a laissé une influence. Après, les classiques, ça a disparu. La musique, c'est sans arrêt en train de se fabriquer. Quand on parle de musique classique, il ne faut absolument pas oublier que Mozart était un chercheur. Donc si on se transporte à l'époque de musique classique, un concert, ça devait ressembler à ça. Et quand Bach improvisait dans les églises, il faisait de la musique qui n'avait jamais été faite. On a tendance beaucoup à oublier ça, en France en particulier, et à penser que la musique, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc là, on est des deux côtés. Enfin, Bernard est un chercheur en musique depuis avant sa naissance, je pense. Et eux, on est chercheurs en musique, c'est-à-dire cherchent à faire des choses inouïes. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, comme toute la recherche, comme toute la musique. Puis, des fois, les musiciens, ils sont en forme à des concerts, enfin, pas à d'autres. Donc, il ne faut surtout jamais s'attendre à un produit fini. Donc, par exemple, le sens, le signe, dans la musique, là, on utilise du matériau pré-produit. L'homme ne fait pas ça. Je pense qu'on dit dans les journaux, l'ordinateur devient plus intelligent que l'homme, plus créatif. Il y a un mot anglais qui caractérise très bien cette affirmation, c'est bullshit. D'accord ?
Donc, on est en permanence dans la recherche, là. Hein. C'est ça, c'est un concert sur la recherche. On est dans un séminaire sur la recherche scientifique et musicale. Donc ça, c'est très important. C'est un peu normal parce qu'on ne s'est plus rendu compte, petit à petit, la musique est devenue un produit. Donc c'est une fin. Et un jugement, un par jugement, la même. Oui, voilà, c'est un produit, c'est un objet fini. Voilà, donc, Attends, il y avait quelqu'un avec les mains. eh bien non, c'est pas le cas. J'ai une question qui est un peu reliée à ça, parce que vous êtes musicien, j'imagine que vous improvisez, soit, mais vous êtes un bon improvisateur. Et donc vous avez été sélectionné d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que l'idée serait à un moment, et c'est relié avec le fait de créer, est-ce que l'idée serait à un moment de sélectionner parmi la musique qui est générée par l'ordinateur, pour faire en sorte que cette musique converge vers quelque chose ? Ça se fait dans tous les enregistrements. Par exemple, les partitions, si vous connaissez Archipel de Bokourechiev, par exemple, c'est des partitions aléatoires dans lesquelles chaque chose est différent, mais dès que vous la mettez sur 10, vous avez fait une sélection qui n'est pas forcément darwinienne. Vous n'avez pas forcément sélectionné le meilleur. Là, je voudrais dire un petit quelque chose sur la question de la méthode, puisqu'on parle de recherche. Par rapport à ce que vous dites, il y a un aspect absolument fondamental dans cette recherche, c'est que ce n'est pas une recherche purement informatique. C'est une recherche qui associe un aspect informatique, il y a une technologie de très haut niveau là, qui est incorporée là-dedans, avec un aspect sciences humaines. Moi, je suis à l'école des hautes études en sciences humaines, parce que ce projet ne pourrait pas avancer s'il n'y avait pas l'interaction permanente avec Bernard. Et ça se voit pas, enfin ça se voit un petit peu là parce qu'on discute, mais le travail avec Bernard, c'est une épreuve pour nous parce que tout ce qu'on a imaginé sur le plan informatique s'effondre dès qu'on travaille avec Bernard parce qu'il nous dit que ça va pas, etc. La question de la pulsation, par exemple, sur laquelle je travaille, c'est pas au point. On ne sait pas entre les détecteurs automatiques de tempo et une captation manuelle, on ne sait pas encore vraiment quel choix opérer. Donc en réalité, les choix dont vous parlez, ça fait partie de la méthode. C'est-à-dire qu'en permanence, on est confronté à des musiciens comme Bernard qui remettent en cause les hypothèses qu'on a faites et les choix qu'on a faits. Donc c'est en permanence. On n'avance pas sans qu'on se heurte à ce problème de choix et d'évaluation, de jugement sur ce que produit la machine. Oui, il y a aussi un aspect enfin, la question évoque aussi un aspect technique de recherche qui concerne la différence entre apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. En fait, quand vous dites sélectionner, c'est ça que ça évoque. Il y a un chercheur qui est un musicien qui s'appelle Andrew, je crois, Biles, qui a fait un système qui s'appelle GenJam, qui est basé sur des algorithmes génétiques. Nous, l'apprentissage n'est pas supervisé, c'est-à-dire que le mécanisme est complètement automatique. Chez lui, il y a un apprentissage, il expose le logiciel à des séquences musicales. Après, il fait générer des séquences au logiciel, et puis il les écoute très vite, il les fait défiler très vite, et puis il a une touche qui dit j'aime, j'aime plus, j'aime moins, etc. Et donc, du coup, ça permet d'introduire, alors c'est la technique des algogénétiques, de paramétrer ce qu'on appelle la fonction de fitness, et qui fait que le système va avoir tendance à sélectionner, in fine, des bouts qui correspondent à ce qu'il aimait. Alors, ça marche pas mal, et ça marche pas mal pour un cadre très, très idiomatique. Lui, c'est vraiment un jazz très, très idiomatique, où on fait ce qu'on appelle des trading fours. Je joue 4 mesures, tu joues 4 mesures, etc. Là, en fait, il y a une sélection qui est faite d'une autre manière, qui est faite d'une manière algorithmique. Ça, c'est un des trucs vraiment intéressants dans ta thèse, qui est que comme tu essaies de sélectionner toujours le point de branchement quand on recombine, qui a le maximum, qui crée le segment le plus long possible de compatibilité avec le futur du scénario qu'on connaît, et le segment le plus long possible de compatibilité en arrière avec le passé de ce qu'on vient de jouer, c'est une manière algorithmique de créer une espèce de fonction de fitness qui fait qu'on sélectionne un peu des choses un peu optimales. Donc c'est pas dit qu'avec de l'apprentissage supervisé on aurait mieux, mais on pourrait essayer. Je pense qu'il y a autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que là, c'est aussi une création d'instruments. On crée des nouveaux instruments pour les musiciens, et ça a toujours un impact fondamental sur la musique. Par exemple, il y a quelqu'un qui a créé des tas d'instruments complètement stupides pour l'orchestre, c'est Monsieur Sax qui a inventé le saxophone. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, parce qu'il a juste inventé la moitié du jazz. Et donc, quand on invente un nouvel instrument, les musiciens en font des choses totalement non prévues. Ça, c'est le jeu. Est-ce qu'on pourrait mettre un casque avec EEG sur la tête d'un des musiciens et remplacer l'ordinateur par les spikes neuronaux qu'on entendrait dans le cerveau ?
Je pense que la captation, c'est pas facile. Hein. On sait à peine faire bouger un ballon. Alors, vu l'imagination d'un musicien et ce qu'il sait faire de ses doigts, on en est un peu loin. C'est pas du tout exclu. Hein. Ouais. Ah, des électrodes dans la tête de Bernard. Oui, oui, ça, ce serait une bonne idée. Ouais. Non, mais on sait faire ça, planter des électrodes au fond du cerveau et mettre une prise sur le dessus. Je ne sais pas s'il serait d'accord, mais oui, c'est tout à fait possible. Ce serait tout à fait possible. C'est possible, oui, ça fait partie. Mais la musique, c'est infini. Hein. Ouais, on va prendre une dernière question. Oui, là, j'ai toujours un peu la même question. Quelle est l'intervention, disons, des instrumentistes derrière leur clavier? Parce que Marc, tout à l'heure, a dit qu'il contrôlait comme il pouvait. Qu'y a-t-il à contrôler? Dans ce cas précis, donc on jouait sur la grille d'Autumn Leaves et principalement les contrôles qu'on avait, c'était de pouvoir choisir la mémoire musicale dans laquelle le système se promène. À savoir, continue à jouer joue sur Autumn Leaves, mais en piochant dans Bernard qui joue Autumn Leaves, ou bien en piochant dans Bernard qui jouait Cantaloupe Island, en piochant dans Jovino Santos Neto qui jouait une balade brésilienne. Donc ça, c'est un premier contrôle qu'on a, à savoir aiguiller le système en lui disant va naviguer dans telle ou telle partie de ta mémoire pour improviser. Et puis il y a aussi, donc ça c'est des contrôles, on va dire, en amont qui se situent avant la génération de structure musicale. Et puis on a des contrôles en aval aussi, des transformations temporelles sur ce qui est déjà, les anticipations déjà générées par la machine, des bouclages, des accélérations, des choses comme ça. En fait, oui, on voit ça, on peut voir ça comme un instrument logiciel, oui. Sauf quand ça marche pas. Voilà, il faut se rendre compte que c'est pas fini, c'est une thèse. Une thèse, hein, vous voyez ce que c'est, une thèse? Donc maintenant, il y a un postdoc, on va avancer, mais il faut comprendre, hein, c'est le début d'une grande histoire, comme toute la musique. C'est un instrument, oui, absolument, c'est un instrument, ils essaient d'apprendre à en jouer, hein, c'est tout con. Au joue. Non, je vais parler un peu plus fort. Par moments, j'entends des choses que je n'avais pas imaginées parce que le logiciel prolonge, je ne sais pas de quelle manière, mais je l'entends et d'un seul coup, ça me donne des idées. Je me dis, c'est possible, on peut aller dans cette région, on peut aller dans cet espace musical, c'est possible d'aller dans cette énergie, c'est possible d'aller dans cette direction, je ne l'avais pas vu ça.
Pourtant, j'écoute de la musique abondamment depuis longtemps, mais là, d'un seul coup, j'ai des mondes nouveaux qui apparaissent, des espaces. Voilà. Et donc après, j'essaye de les retrouver. Ça m'influence, ça m'avertit en tous les cas. Ça m'avertit que la recherche est infinie, quoi. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée révélée. Il n'y a que des départs en catastrophe. Et on a essayé de faire le travail avec les mots aussi, peut-être aussi. Vous avez essayé, non? Vous avez commencé à réfléchir là-dessus pour arriver à décortiquer les mots. Enfin, depuis que je travaille avec eux, j'ai vraiment élargi le périmètre de ma catastrophe, quoi. Voilà. Franchement, sérieusement. Et surtout parce que jusque-là, la musique contemporaine, moi je viens du jazz, mais ça ne me suffit pas le jazz. Enfin, il faut continuer une histoire dans l'inconnu. Mais j'avais besoin d'une musique qui soit incarnée, qui soit dynamique et qui soit virulente. Pas simplement que savante. Et justement, avec ce miroir aux allumettes, là, parce que ça fout le feu ce truc-là dans ma tête, quoi. Ça m'a ouvert des voies, ça m'a ouvert des possibilités, ça m'a appris à avoir le désir de travailler mon piano d'une manière... Ça, c'est 4 heures par jour. Voilà, ça m'a appris à retrouver l'instrument comme un boulanger qui fait son pain, vous voyez, qui le malaxe, et tout ça, une espèce de plaisir de malaxer la matière, quoi. Et ça, je le dois à ce miroir-là. Voilà. Parce que ça, vous écoutez à la suite de ce que vous avez donné, vous entendez une version démultipliée. C'est presque une dépersonnalisation, mais c'est une distanciation déjà, en tous les cas, quoi. Voilà. Vous n'êtes plus tout seul en vous-même. Et ça, je pense que sur le sujet de l'éducation, dans les écoles, partout, c'est un peu ce que faisait le jazz quand on l'a joué dans les caves, à côté d'ici, là, pendant une époque où il y avait de la fumée, et un peu plus loin, par là, derrière. C'était un peu ça, quoi, cette espèce de confrontation gratuite. Il n'y a pas de résultat, nous sommes tous des chercheurs, quoi. C'est-à-dire qu'on cherchait ce qu'on trouvait. Donc, je retrouve un peu ce conflit humain fraternel. Parce que, aussi, peut-être que si ce n'était pas des hommes derrière, ça ne serait pas la même chose. Je sais pas, peut-être. Si c'était que des machines, je n'aurais pas eu l'articulé pour y accéder. Mais là, ce sont des êtres humains, et c'est de l'amitié, c'est de la sympathie, c'est des engueulades, c'est vraiment du sport, quoi. Oui, alors on va faire un petit scat. On va essayer. Le scat, c'est le scat. Je sais pas, oui, vas-y. Take it out my mind, but it's the way to do about today. When it love to go, but do the bow, make it to the box again, to do bow, big it to the box, city, but you better do the bow, take it to the bow, bay to do bay, city, man, and wow, my bay to do, but do the go. Ship back to back to the day to the body, you do, but anybody, you know, mama, do man, you mama. But they can do box and day to do about to do what nobody know you mom, but it's all by the days to die. Oh, but they can do the see to do stop.
J'aime pour la vie suffit d'enfant. Penny stocks the end of the bone. J'aime pour la vie suffit. Penny stocks the end of the bone. À toi. Teddy Banana. Oh mama, yung babsina, do when I'm out. Don't sa do my banner. After que si this is someone to do des colicrices, rêve dans la soie de tes limites, de tes misères. Pas d'aller du
s'allume plus. Si, je connais. Non, c'est le fruit d'une longue négociation. Souvent, c'est moi qui décide parce que j'ai pas honte. C'est souvent moi qui décide quand on arrête. Parce que je n'ai aucune conscience de la fin. Oui, enfin, au bout d'un moment, on voit qu'on fatigue, on décide que... C'est ce que devraient faire souvent les compositeurs. Quand je travaillais avec Luciano Berio, vous savez, il y a longtemps, c'est le seul compositeur que j'ai vu dans une répétition arracher une page disant « Bon, celle-là, on la joue pas ». Mais c'était Berio. Alors il était comme nous, il savait pas trop comment écrire tout. Le chef d'orchestre savait pas trop comment battre. Ouais, on savait pas trop, on cherchait tous, quoi. C'était le bon temps. C'était 67. En tout cas, ces trucs-là ne savent pas se taire tout seuls. Hein. C'est comme dit Bernard, après négociation, ou quand Bernard nous dit on arrête, du coup, on se débrouille pour que ces machines se taisent. Mais ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant, et ce qu'on n'a pas fait, c'est de leur donner l'intelligence qui est de dire maintenant on termine et on termine comme ça. Non, mais quand on sera parti en tournée, qu'on aura 2 ou 3 mois de concert, on saura finir, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, nous sommes des jeunes. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même que ils ont un certain goût à la musique quand même. Ils sont musiciens, quoi. On est un peu voisins, on est parents. Jazz, musique contemporaine, rythme, improvisation. Voilà, c'est pas rien l'improvisation parce que c'est un monde de l'incertain, c'est de l'infini, quoi. Et vous savez que je ne sais pas qui a dit que l'improvisation, c'était se souvenir de ce qu'on n'avait pas encore joué. Ouais. Mais c'est vrai. On laissera 3 minutes pour une dernière. Moi, j'y tiens. Est-ce que vous avez testé ces méthodes avec des bruits de la nature ? Est-ce que vous avez testé ces méthodes avec des bruits de la nature, comme graines ? Oui, bien sûr, sur le bruit de le son de la mer, le son de la pluie, etc. Donc ça marche très bien, ça fait des textures. Alors il y a tout un pan de la recherche qui s'appelle la synthèse de texture, la synthèse texturale, qui essaie de synthétiser des durées aussi longues que l'on veut de textures, par exemple pour le cinéma ou pour des applications comme ça. Il y a toutes sortes de techniques, ça c'en est une, puisque c'est une technique de modélisation et de génération de variantes à partir de textures sonores. En fait, tout à l'heure quand je parlais de mode supervisé, non supervisé, c'est de l'apprentissage qui est non supervisé, et en jargon on dit aussi agnostique, et donc agnostique ça veut dire qu'en fait il ne sait pas ce qu'il apprend, il découvre et il construit sa connaissance sur ce qu'il apprend, mais il le fera aussi bien sur le bruit de la mer que sur la musique de Bernard. Donc oui. D'ailleurs, la nature fait ça très bien elle-même. Moi, je me souviens en montagne d'un oiseau improvisateur qui m'a laissé 1 heure par terre à l'écouter, et puis ça a été compliqué pour le retour après parce qu'il allait faire nuit. Ouais, mais enfin, bon, on est loin de ce que c'est faire la nature, hein, encore. Hein. On est loin. Pour reboucler avec ton intro, Gérard, est-ce que c'est que cette interaction assistée par ordinateur, est-ce qu'on ne va pas vers un spectacle total avec une interaction sur les images, la gestuelle des danseurs, les pensées, la pulsation cardiaque des spectateurs, leurs poils, et le tout connecté de façon planétaire? Le Wagner informatique, c'est pas forcément une bonne idée, le spectacle total. C'est une des idées possibles, mais la musique n'est pas que pour orchestre gigantesque et diaporama. Hein, donc on peut faire ça sûrement. Hein, non ?
Oui, notre ami Georges, qui est un des Omax Brothers, et qui est là, a par exemple programmé des versions vidéo de tout ce qu'on a montré. On n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, c'est trop court. Et donc, où effectivement, on voit l'image se reconfigurer de la même manière que le son se reconfigure. Mais on n'en est pas encore à un réseau planétaire. Bon, alors, puisque c'est de moi qu'il s'agit, je vais faire une petite remarque. D'accord, on recombine des images, mais c'est toujours dirigé par la musique, c'est sound driven, et ça c'est très très important. Et d'ailleurs, bon, parce que je travaille dans un département de cinéma, et alors mes collègues sont toujours furieux parce que toutes les images que je fais sont générées par de la musique, jamais par autre chose. L'image, en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ça fasse que le son soit générateur. Donc, je tiens à ça pour parler du spectacle total. Puisqu'on parlait de Wagner, quand Wagner a voulu faire du spectacle total, bon, d'accord, c'était un type très antipathique, mais quand il a voulu faire du spectacle total, finalement, c'est la musique qui a pris le pouvoir. Alors, finalement, disons-le, on fait de la musique. Absolument. Mais la musique a une vertu très particulière, c'est qu'on n'a pas du tout la même perception de la musique et d'image. Il y a tout aussi un énorme travail sur la perception de la musique qui est fait à l'IRCAM. Et de la perception, il y a un boulot fantastique. Non, mais je pense que c'est pas grave, parce que plus on en comprendra, plus les musiciens inventeront des trucs qui n'existaient pas. Mais en fait, c'est incroyable comme la musique peut diriger la perception et la compréhension. Quand Georges a commencé à développer vraiment la version vidéo, on avait fait des petites expériences et tu avais remonté le magicien d'Oz. Tu m'as dit, tu vas voir, c'est la musique qui va être recombinée à la au max. Ça, maintenant, vous avez compris, la musique peut être recombinée. Et l'image du film sera remontée en suivant le remontage de la musique. Et je dis, mais on va rien comprendre. Et bien, en fait, quand je l'ai vu, ça racontait une autre histoire. Alors, évidemment, pas dans les parties où il y avait de la parole, puisque là, ça ne marche pas. Mais par contre, dans toutes les parties où il n'y avait pas de parole, ça racontait une autre histoire et on adhérait parce qu'il y avait continuité musicale. Et dès lors qu'il y avait continuité musicale, on créait une narration visuelle. Ça, c'est incroyable. Et dans un film d'Hitchcock, si vous coupez la musique dans un film d'Hitchcock, il n'y a pas de suspense. Hein. Ça, c'est un truc très important. Hein. Hitchcock était un roi de la musique. On s'en fait un tout petit bis avant la fermeture.
Alors je voudrais dire merci aux musiciens, merci aux spectateurs, merci aux orateurs. Et c'était une journée de recherche informatique, sciences et art. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut refaire un jour, avec éventuellement d'autres thèmes d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, vous connaissez mon mail. Merci à tous et voilà, et bonne musique.